Le Tour des Clochers vous est présenté par la Maison du Bon Pasteur, EHPAD associatif au service des prêtres et des laïcs dans le quartier Saint-Donatien à Nantes. En direct de Guéméné-Penfo. Jusqu'à 9h, c'est le Tour des Clochers. Partez à la rencontre de la paroisse et de la ville avec Tiffaine Sellier et ses invités. « 7h06 sur Radio Fidélité, comme chaque vendredi matin, Tiffaine Sellier part à la rencontre des communautés chrétiennes de notre territoire avec le Tour des Clochers. Aujourd'hui, Tiffaine nous emmène à Guéméné-Penfao. Bonjour Tiffaine. Bonjour Clara, bonjour à tous. Bonjour Clara, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Pardon. On vous entend bien. À jour les choses. Voilà, on est le matin tôt, je suis encore un peu endormie. Et en effet, c'est ici, à Guéméné-Penfao, carrefour de la Vilaine et du Don, commune aux racines bretonnes, aux traditions galaises, au riche patrimoine et au charme rural, que nous avons posé nos micros, plus précisément dans la paroisse Sainte-Anne en Guéméné-Plessé. Et une paroisse, c'est une commune qu'on va découvrir tout au long de cette matinale avec mon invité fil rouge. Bonjour Père Arnaud de Guibert. Bonjour. Alors, Clara, est-ce que vous êtes toujours avec nous ? Je suis toujours avec vous. Eh bien, tant mieux, j'avais peur que la liaison soit coupée. Père de Guibert, vous êtes en réalité le curé de l'ensemble paroissial Sainte-Anne-sur-Don et Vilaine, qui regroupe les paroisses Sainte-Anne en Guéméné-Plessé et la paroisse Saint-Riovin et Méréal-sur-Vilaine. Vous êtes arrivé ici il y a tout juste 4 ans, après 9 ans passés à Pornic. Vous allez nous accompagner jusqu'à 9h et avec vous, nous parlerons de votre parcours, de votre vision du ministère et des projets qui font vivre cette communauté ici à Guémené et aux alentours. À partir de 7h30, nous pourrons accueillir des paroissiens. Place à la vie paroissiale, nous découvrirons ce qu'est la mission Isidore avec Capucine Baudelet. Nous nous pencherons sur le patronage en compagnie de Séverine Benoît-Géronnière. Deux belles initiatives de cette paroisse. En deuxième heure, après les flashs d'actualité, c'est un élu bien connu ici, Jacques Michel, qui nous racontera les grands moments du patronage Saint-Michel dont on fête les 130 ans. Marie-Anne Urvois prendra également place pour nous parler de danse bretonne ici à la paroisse. Nous accueillerons également Jean-Claude Lemauff, diacre permanent de la paroisse Saint-Riovin et Méréal-sur-Vilaine à Fégréac. Et enfin, nous terminerons cette belle matinale avec Isabelle Baraton, maire de Guéméné-Penfao, avec qui nous échangerons sur les projets de la ville. Un programme éclectique et passionnant à venir. Qui commence maintenant sur Radio Fidélité. En direct de Guéméné-Penfao. Jusqu'à 9h, c'est le Tour des Clochers. Partez à la rencontre de la paroisse et de la ville avec Tiffaine Sellier et ses invités. Merci Père de nous recevoir dans votre maison paroissiale ici à Guéméné-Penfao. Les auditeurs aiment connaître l'homme derrière le prêtre. Alors avant d'entrer dans la dynamique de votre ensemble paroissial, on va parler un peu de vous. Vous êtes le 6e d'une famille de 7 enfants. Vous avez grandi à Landerneau, dans le Finistère. J'imagine que dans une fratrie de 7, il y avait de l'animation. Comment l'appel à la vocation s'est fait entendre au milieu de cette joyeuse troupe ? Alors on pourrait même dire presque 8 enfants, parce que j'ai comme une sœur adoptive cambodgienne qui est venue se rajouter à peu près quand elle avait 15 ans, de 15 à 20 ans. C'était à l'époque des réfugiés du Cambodge. Alors oui, forcément, une famille nombreuse, c'est beaucoup d'animation. Je dirais que c'est vers l'âge de 10 ans à peu près que voilà, je pense que j'avais été frappé par l'exemple de Saint Jean Bosco et par un livre qui m'avait marqué, et intérieurement, voilà, j'ai prouvé un soir que ma vie ce serait de mieux connaître Dieu et mieux le faire connaître. Voilà, mais c'est resté quelque chose d'assez intime et personnel pendant toute mon adolescence. Vous faisiez partie d'une famille catholique pratiquante. Voilà, on allait à la messe le dimanche, la question ne se posait pas. Et puis j'ai été beaucoup investi dans le scoutisme aussi à partir de 11-12 ans. Et je pense que ça a été, non pas le déclencheur, mais ça a été le terreau où cette vocation a pu grandir.
Vous avez été ordonné prêtre le 28 juin 1997. Vous avez commencé votre ministère à Valette, dans le Vignoble, où l'on sera d'ailleurs vendredi prochain. Donc à Valette pendant 6 ans, puis 3 années sur les paroisses du Pouliguen, Basse et le Croisic. Vous avez ensuite découvert une autre campagne à Derval, 6 années comme curé de campagne. Et enfin, en 2012, direction la Côte de Jade pendant 9 années. Un parcours qui vous a fait découvrir différents visages de notre diocèse, de notre département. Voilà, et c'est un diocèse, un département qu'en fait je ne connaissais pas ou très peu, dans la mesure où effectivement j'ai vécu dans le Finistère jusqu'à 20 ans. Donc mes racines affectives, c'est vraiment le Finistère, hein, Landerneau, Brest. Et puis j'ai découvert le diocèse en entrant au séminaire, et même un peu tardivement, parce que les 2 premières années étaient à Angers, à l'époque encore les 2 premières années de formation. Et voilà, j'avais des attaches familiales bien sûr ici, c'est ce qui m'a conduit à choisir le diocèse de Nantes. Et vous avez confié à nos confrères de Ouest France en 2021 que vous auriez aimé passer une année de plus à Pornic. Alors c'est une question que je pose souvent aux prêtres. Comment vous vivez ces mutations et cette obéissance? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de frustration? Je ne sais pas si c'est vraiment de la frustration, mais ce qui est sûr, c'est que on a des projets et le fait d'envisager un changement de paroisse, c'est quelque chose qui se prépare. Alors, pour Pornic, on avait envisagé une dizaine d'années. J'en ai fait 9, c'est presque 10 ans, mais c'est vrai qu'il y avait des projets en cours, et en même temps, vous voyez bien, l'évêque, ils ont des besoins, et c'est assez naturel de répondre à ces besoins. Voilà, on se rend disponible. Vous ne le vivez pas vraiment comme une frustration alors quand vous dites que finalement ça vous a frustré, vous auriez aimé passer plus de temps, vous le vivez comme une mission et vous y voyez que le positif? Oui, je dirais pas une frustration. Il y a forcément un arrachement, mais ça c'est tout à fait naturel. On crée des liens très forts avec les paroissiens, et on sait qu'un jour la mission nous appellera ailleurs, et qu'un autre pasteur continuera la mission. Ça, on sait qu'on le vit à chaque changement de paroisse. Après, là, il y avait des projets en cours, et c'était pas prévu que je parte si tôt. Donc mais voilà, le curé suivant avec l'équipe a continué les projets, et c'est très bien ainsi. Voilà. Père de Guibert, vous êtes maintenant le curé de l'ensemble paroissial Sainte-Anne-sur-Don et Vilaine, qui possède 11 clochers. Dites-nous franchement, vous avez eu le vertige en arrivant? Pas vraiment, parce que d'une certaine manière, la paroisse était ici beaucoup plus... la charge était quelque part beaucoup plus petite. Il y avait 20 000 habitants, et c'est 20 000 habitants toute l'année. C'est 2 messes le dimanche matin toute l'année. À Pornic, c'était 4 messes le dimanche matin l'hiver et 14 l'été. Donc vous voyez, c'était en fait un défi missionnaire vraiment complètement différent. C'était des paroisses beaucoup plus pauvres quelque part en termes de force vive, alors j'ai découvert beaucoup de très belles personnes en arrivant, mais ici les choses reposent beaucoup plus sur le prêtre. Vous avez beaucoup moins de gens en responsabilité, prêts à assumer par exemple un nouveau catéchumène, à assumer une fuite d'eau dans une église, etc. Les choses vont, comme c'est plus petit, les choses reviennent beaucoup plus vite au curé de la paroisse. Donc vous avez trouvé une nouvelle organisation. Finalement, vous dites effectivement que vous célébriez plus de 1000 messes par an à Pornic, et 6 messes chaque week-end. Vous avez trouvé vos marques dans ce très large territoire? Alors, c'est pas moi qui les célébrais. Pas tout seul. Mais voilà. Ici, le défi, c'était surtout d'aider à trouver un nouveau souffle pour les paroisses, et c'est pour cela que l'évêque a choisi de ne pas m'envoyer seul, mais d'envoyer une équipe en mission, avec vraiment voilà, dans les mots qu'il m'a dit en me nommant ici, il m'a dit
Il voulait faire comme un laboratoire de la mission au milieu rural. Il m'a dit aussi carte blanche. Bon, c'est jamais tout à fait carte blanche. Hein. On nous dit ça pour nous vendre le projet. Pour vous motiver. Voilà. Mais non, on le sait bien. Et puis, parce qu'on trouve des gens en arrivant, on trouve des projets en arrivant. Et on a d'abord à écouter l'avis des paroisses. Comme disait le pape François, sentir l'odeur des brebis, et ensuite on peut initier des projets à partir de ce moment-là. Vous avez confié aussi encore à nos confrères de Ouest France être particulièrement heureux d'être nommés sur ces 2 paroisses de campagne. Qu'est-ce qui vous séduit autant dans ce ministère rural après la côte? Elle représente quand même un défi très important dont vous parlez depuis tout à l'heure. Ce qui m'a plu, c'est que c'était un défi tout à fait différent. Sur la côte, c'était quelque part un peu une usine, vous voyez, à faire fonctionner. L'été, il fallait qu'il y ait 7 ou 8 prêtres en permanence pour assurer les messes dominicales. Il y avait un afflux de personnes incroyable pendant l'été. Ici, les relations avec les gens, j'avais déjà connu un peu ça à Derval, qui sont les paroisses voisines où j'ai été Derval et Nozay, où j'ai été pendant 6 ans. Ici, les liens mettent plus de temps à se constituer, mais ce sont des liens sans doute plus durables aussi. On sait qu'on va retrouver les gens à un moment ou à un autre. Alors, bien sûr, comme dans toute paroisse, il y a le premier cercle, il y a ensuite les pratiquants, ensuite il y a les gens occasionnels. Mais ici, on va retrouver les gens, parce que, encore une fois, 20 000 habitants par rapport à Pornic, l'été, c'était plus de 200 000. Oui. Donc, c'était 30 000 toute l'année. Voilà. Avec énormément de turnover. Pour vous donner un petit exemple, j'ai rencontré des paroissiens au bout de 5 ou 6 ans qui venaient tous les étés. Ils me disaient: ah, vous êtes de passage? Je disais: oui, je suis de passage depuis 5 ans. Les gens, même les gens n'identifiaient pas forcément le curé de la paroisse, tellement il y avait de prêtres qui tournaient, au moins pour les paroissiens d'été, bien sûr. Je vous propose qu'on reprenne la discussion autour de cette dynamique paroissiale juste après l'évangile du jour et son commentaire. Il s'agit aujourd'hui de l'évangile selon saint Luc, chapitre 8, versets 1 à 3. Du Christ selon saint Luc. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode. Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Lorsque l'Évangile nous dit que Jésus alla à travers villes et villages, il ne le fait pas seul. Avec les 12, il marchait aussi des femmes qui avaient été guéries, Marie-Madeleine, Jeanne, Suzanne et beaucoup d'autres, qui le soutenaient de leurs biens. Cette petite phrase ouvre une grande vérité. L'Évangile et l'évangélisation est un projet communautaire où hommes et femmes partagent le même appel à la mission. Ce passage met en lumière l'importance de l'évangélisation comme une mission, une aventure communautaire. Jésus, accompagné de ses disciples, donc nous rappelle que nous ne pouvons pas non plus voyager seuls sur le terrain de la mission. De son côté, il est entouré de femmes qui jouent un rôle essentiel dans son ministère. Elles ont trouvé la guérison et la libération et se joignent à lui, soutenant son œuvre. Ce détail nous rappelle que l'évangélisation est bien cette mission collective de personnes qui sont capables de reconnaître l'action du Seigneur dans leur vie et de mettre en commun leurs talents, leurs biens s'il le faut, pour soutenir cette œuvre. Cette dynamique communautaire est fondamentale. Elle nous enseigne que l'annonce de l'Évangile ne peut pas reposer uniquement sur les épaules d'un seul. Chaque membre a un rôle à jouer, des talents à partager, une voix à faire entendre. Cela nous invite à réfléchir sur la façon dont nous pouvons nous unir pour témoigner de notre foi, pour porter ensemble le message de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Et cela, toujours, nous avons besoin d'y réfléchir, surtout en ces temps de rentrée. Pensons à ces femmes, elles n'étaient pas seulement des suiveuses, mais des actrices de l'évangélisation. Elles le sont encore beaucoup dans nos communautés.
Leur témoignage et leur engagement étaient essentiels pour propager la parole de Jésus. Nous leur devons beaucoup encore aujourd'hui. En ce sens, dans notre communauté paroissiale, reconnaissons la valeur de chaque membre, peut-être plus particulièrement de toutes ces femmes qui se mettent au service de l'évangélisation. Chacun a quelque chose d'unique à apporter, chacun de nous peut contribuer à faire grandir le royaume de Dieu. Le travail d'évangélisation exige de la détermination et aussi de l'enthousiasme, mais il est nourri par la prière et la communion entre frères et sœurs. Ce n'est pas simplement une question de bon tempérament, il y a une dimension surnaturelle et spirituelle. Nous devons bien sûr nous soutenir mutuellement, combien plus aujourd'hui, encourager les talents des uns des autres et créer un environnement où chacun se sent dans la liberté de partager sa foi. Quelle réponse à ce défi ? Chacun pourra y réfléchir. Comment pouvons-nous accroître notre engagement dans l'évangélisation, personnellement, en lien avec la communauté, peut-être tout au long de cette année, en participant à des groupes, à des temps qui sont offerts de différentes manières. Il ne faut pas craindre la nouveauté, car l'Évangile est toujours vivant et pertinent. Osons, soyons audacieux et créatifs dans notre approche, tout en restant unis dans notre mission. Ensemble, c'est ensemble que nous pouvons toucher des cœurs, apporter de l'espoir, faire entendre la voix de celui qui nous a appelés. Le Tour des Clochers vous est présenté par la Maison du Bon Pasteur, EHPAD associatif au service des prêtres et des laïcs dans le quartier Saint-Donatien à Nantes. Et nous sommes en direct de Guémené-Pinfo sur Radio Fidélité pour notre Tour des Clochers avec le Père Arnaud de Guibert qui nous accompagne tout au long de cette matinale. Et on vient d'entendre l'Évangile de Luc, chapitre 8, versets 1 à 3, commenté par le Père Yvon Barraud du diocèse de Nantes. Alors Père, cet Évangile, moi je l'aime bien, il me plaît particulièrement, je le trouve plutôt adapté à votre paroisse. Qu'est-ce qui vous inspire ? Il m'inspire que... plusieurs choses. D'une part, c'est que Jésus avait une grande liberté par rapport aux mœurs, on pourrait dire au conditionnement de son époque, parce que c'était pas du tout habituel pour un rabbi d'être accompagné de femmes, comme visiblement beaucoup de femmes. On en nomme 3, mais Saint Luc dit qu'il y en avait beaucoup d'autres. Donc ça veut dire que Saint Luc que le Seigneur Jésus était très libre, évidemment, vis-à-vis de l'environnement. Cela veut dire aussi qu'on a à réfléchir à la fois sur l'articulation entre le ministère ordonné qui vient des 12, pour lesquels Jésus a choisi 12 hommes, et cet environnement féminin qui est de fait très présent dans nos paroisses. On travaille avec beaucoup de femmes. Oui, ça c'est sûr. Tout le monde le sait. Et en même temps, il y a à chercher et à trouver comment elles peuvent prendre des places nouvelles. Je crois que c'est le pape Benoît XVI qui disait que on n'a pas encore pleinement accueilli, exploré la manière dont les femmes peuvent contribuer à la vie et à la mission de l'Église. Mmh. Et de fait, l'expérience qu'on vit ici, mais que vous partagerez peut-être plus tout à l'heure avec... oui, on va voir des femmes qui vont défiler. J'ai eu pas mal de contacts avec les femmes pour préparer cette matinale. Voilà, ça apporte vraiment quelque chose de nouveau, le fait d'avoir une vie fraternelle, une vie communautaire. Il y a eu d'abord un premier couple, puis maintenant un deuxième. Mm-hmm. Et c'est sûr que ça colore le fait de partager la vie et la mission au quotidien, colore la manière dont un curé peut exercer son ministère. Oui, l'évangélisation est une mission communautaire. Vous disiez qu'il y a un couple et puis un deuxième. Alors j'explique à nos auditeurs qu'au-dessus de nous, là, dans cette maison paroissiale, vit une petite famille qui porte cette mission d'évangélisation. On en parlera tout à l'heure. Père de Guibert, encourager les talents des uns et des autres et ne pas craindre la nouveauté, c'est la mission première du curé. Alors, je dirais du curé et de son équipe. Effectivement, la première fois que je suis devenu curé, donc c'était à Derval, j'ai découvert la place que prenait dans la mission du curé le fait de discerner les talents, les charismes, le fait d'appeler des paroissiens, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel et qui prend même beaucoup de temps
dans nos rencontres d'équipe d'animation pastorale. On se dit pour telle mission, pour telle responsabilité, qui est-ce qu'on va appeler, quelle est la personne dont on pense qu'elle pourra le mieux correspondre à cette mission. Et en même temps, quand on appelle, après, bien sûr, il y a le travail de discernement continu pour la personne. Je dis souvent aux personnes, quand les personnes quelquefois les personnes sont un petit peu désolées, quand elles doivent dire non, et je leur dis, mais vous savez, quand vous me dites non, vous me rassurez, ça veut dire que j'appelle des gens librement. Ouais. Le discernement, bien sûr, nous, on essaie de pas appeler n'importe qui pour n'importe quoi, mais ensuite, bien sûr, il faut que la personne vérifie si cet appel, il est bien pour elle. Oui, le discernement, c'est quelque chose de très important. Vous travaillez avec une belle équipe, le père Gaston Kohama, les diacres Guy Grasset et Jean-Claude Mauve, qu'on verra tout à l'heure, ainsi qu'une coordinatrice paroissiale. Et même deux. Deux. Elles assument à deux cette mission. Oui. Parfois, il vaut mieux être deux. Et vous mentionnez 2 axes prioritaires, l'éducation des jeunes dans la foi et l'annonce de la bonne nouvelle. Dans ce contexte rural, comment ces 2 axes se traduisent-ils ? Alors effectivement, c'était une priorité. Depuis le début de mon ministère, c'est toujours une priorité pour moi de voir l'éducation des enfants et des jeunes, à la fois dans l'annonce de la foi, mais aussi dans l'éducation. Je pense que l'évangile est vraiment féconde l'éducation des enfants et des jeunes. Donc ça se traduit beaucoup dans le temps qu'on consacre. Comme curé, mais c'est vrai, je pense même un peu pour tout le monde, comme curé, on met ses priorités en fonction du temps qu'on consacre. Donc je peux choisir du temps. Par exemple, vous voyez, hier je suis passé au collège avec l'animatrice en pastorale du collège, qui va venir aussi tout à l'heure, et mais on est passé dans 9 classes du collège, donc ça m'a pris quasiment toute la journée. Et en début d'année, on passe aussi dans les écoles primaires pour la bénédiction des cartables. Il y a le patro dont on va parler tout à l'heure, on organise des soirées pour les jeunes, etc. C'est-à-dire que toute l'énergie, tout le temps que je choisis de mettre là, bien sûr, je ne le mets pas ailleurs. Et donc c'est un gros levier de notre liberté de choisir où est-ce qu'on va passer du temps. Voilà. Alors juste après une petite pause météo et publicitaire, on parlera avec nos deux invités de missions importantes, à savoir la mission Isidore et le patronage. Et puis on évoquera aussi cet événement important qui a eu lieu le dernier week-end d'août. Merci Père pour ces premiers échanges. Restez avec nous tout de suite, on marque une courte pause pour savoir quel temps nous attend. Vous êtes sur Radio Fidélité et jusqu'à 9h, c'est le Tour des Clochers en direct de Guéméné-Penfo. Tiffaine Cellier et ses invités reviennent dans quelques instants. Hiver comme été, soyez toujours protégés avec la mutuelle Saint-Christophe Assurance. Pour vos contrats santé, auto, habitation, faites le choix d'un assureur catholique et solidaire. Renseignez-vous sur saint-christophe-assurance.fr. Et ce matin, pour votre météo, l'ambiance reste plutôt grise ce matin, mais de petites éclaircies pointeront déjà leur bout de leur nez lorsque le soleil sera levé. On garde encore une douceur très agréable, parfaite pour profiter d'un dernier parfum d'été. 19 degrés sont attendus à Tréhières ce matin, Orvaux, La Chapelle-sur-Erdre, 20 degrés sur le littoral à Pornic, Préfaille ou encore Saint-Michel-Chef-Chef. Cet après-midi, c'est l'été qui reprendra la main. Le soleil se montrera très généreux. Comme hier, même si quelques nuages feront de la résistance, 26 degrés seront attendus à Rezé, Bougnay, les Sorinières, 27 pour Carquefou, Mauves-sur-Loire ou encore Houdon, et 25 degrés du côté de Clisson, Valette ou encore la Régripière. En soirée, le ciel se voilera davantage, annonçant un temps plutôt instable du week-end. 18 degrés à Monnières, Château-Thébot et l'Aille-Foissière, 20 degrés sont attendus à Maisnon-sur-Sèvre, Saint-Fiacre-sur-Maine et Le Palais, et 19 degrés côté mer, du côté de Harton-en-Ré, les Moutiers-en-Ré ou encore la Bernerie. Cette nuit, c'est quelques orages qui pourront toucher le sud du département avec un ciel voilé, température entre 15 et 16 degrés. Côté marée, la marée basse aura lieu à 13h34, la haute à 18h06, avec un coefficient oscillant entre 68 et 72. Voilà pour votre météo. Le Tour de Clocher revient dans quelques instants. En direct de Guéméné-Penfo, c'est le Tour des Clochers. On va parler
Il est 7h31 et nous poursuivons notre tour des clochers en direct de Guémené-Pinfo, au nord de la Loire-Atlantique, à la frontière de la Bretagne. Et nous avons la chance d'être accueillis ici dans la maison paroissiale Sainte-Anne en Guémené-Plessé. Après avoir découvert la paroisse avec vous, Père Arnaud de Guibert, nous allons maintenant rencontrer les acteurs locaux qui font vivre cette communauté au quotidien. Et jusqu'à 8h, on va échanger autour de 2 spécificités de cette paroisse, la mission Isidore et le patronage. Mais avant cela, Père de Guibert, il y a une question que j'ai pas pu vous poser tout à l'heure parce qu'on était pressé par la météo. C'est important de connaître le temps qu'il va faire. Cet été, il y a eu un événement important, c'est-à-dire les 150 ans de l'église de Plessé et la consécration de l'autel par Monseigneur Perceroux. C'est un événement qui a été fédérateur pour la paroisse. Oui, c'était quelque chose de très nouveau, y compris pour moi. Je n'avais jamais assisté à la consécration d'un autel. Et bien sûr, dans les paroisses rurales, il y a beaucoup de clochers. Le Guémené, Plessé sont les 2 clochers principaux, on va dire, des 8 clochers de cette paroisse. Et dans la communauté de Plessé, ça a été vraiment quelque chose de très fédérateur, de nouveau, de voir une liturgie aussi déployée. Ça dure quand même 2 heures, la consécration de l'autel. L'autel est d'abord béni, puis il est consacré, il y a la remise des reliques, et ensuite il y a l'encens qui part de l'autel même, il est illuminé, et enfin on célèbre l'Eucharistie. Et les gens ont été touchés, notamment lorsque l'évêque a comparé cette consécration de l'autel aux soins que les saintes femmes justement ont apporté, celles de l'Évangile d'aujourd'hui qu'on retrouve à la Passion, qu'elles ont apporté au corps de Jésus. Et les gens ont été très touchés par cette évocation. Et je pense qu'ils ne verront plus l'autel de la même manière maintenant. On devrait tous faire ça alors. Normalement, ça a été fait partout, mais en pratique, ça n'a pas été fait partout. Oui. Parce qu'il y a eu beaucoup d'hôtels construits au même moment, au moment de la réforme liturgique. Et par exemple, la Guémené, ça n'est pas fait encore. Mais j'ai dit à l'évêque qu'on lui accordait un peu de répit quand même avant de le faire revenir ici à Guémené. Oui, il va être bien occupé aussi par la réouverture de la cathédrale. Je suis à côté de moi maintenant. Capucine Baudelet vient d'arriver. Bonjour Capucine. Bonjour. Tout d'abord, merci d'être avec nous. Je sais que votre bébé est en train de dormir juste au-dessus. Exactement, il y a le babyphone dans un petit coin, donc on n'est pas à l'abri d'une petite interruption. Bon, on fera avec, il n'y a pas de souci. Vous avez accepté de nous offrir quelques minutes, alors merci. Vous êtes en mission ici depuis 2 ans avec votre mari Nathan, dans le cadre de la mission Isidore, une mission d'évangélisation en paroisse rurale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, une mission d'évangélisation en paroisse rurale ? Eh bien, on a choisi de vivre ça avec Nathan pour notre famille. Donc l'idée, c'était de tout quitter pour partir vraiment au service d'une paroisse. On avait à cœur d'être dans une paroisse de campagne en France. On ne se sentait pas appelé à partir à l'autre bout du monde. Et donc, dans le quotidien, ça s'incarne très, très simplement. C'est... partager la vie quotidienne. Pour nous, ça a pris cette tournure-là, en étant donc au chalet Sainte-Anne avec le Père Arnaud et le Père Gaston. Et donc la première des missions, c'était de vivre une petite communauté avec une vie de prière et une vie fraternelle. Donc le matin, on se retrouvait pour prier les laudes à 7h30. Et souvent, à midi, on priait l'office, les jours où on déjeunait ensemble. Et donc on partageait plusieurs repas dans la semaine, tout en ayant à la fois, nous, notre indépendance avec notre propre logement, notre propre cuisine, pour vraiment garder aussi notre vie de famille. Et donc forcément, on croise tous les jours le Père Arnaud, le Père Gaston, et on tisse des liens et on échange. Et donc c'était vraiment ça, la première partie de la mission. Dans la mission Isidore, il y a 3 piliers, qui sont d'abord la prière, le service et la mission. Et donc après, la mission d'évangélisation, elle va prendre plein de couleurs en fonction des missionnaires, en fonction de nos talents, de nos charismes, de ce qu'on aime faire. Donc nous, ça a pris différents aspects. Nathan a lancé un groupe pour les hommes qui se réunit 1 fois par mois, le groupe Saint-Joseph. Moi, j'ai lancé un groupe de prière des mères. J'ai participé aussi à un patronage. On a accompagné des grands jeunes qui préparaient un sacrement, le baptême ou la confirmation. Il y a eu beaucoup de projets. Qu'est-ce qui vous a motivé vraiment à vous engager dans cette aventure ? Alors vous disiez que vous ne vouliez pas aller à l'étranger, mais ça nourrit, c'est une manière de nourrir votre couple ? Oui, on avait le service vraiment dans le cœur. Déjà, avant même de se marier ensemble, on avait monté un groupe de maraudes à Poitiers, là où on habitait. Et donc, toutes les semaines, on faisait des tours dans le centre-ville pour aller
distribuer du temps et des sourires et un peu de soupe aux sans-abri. Et on savait que c'était quelque chose qu'on voulait vivre. L'opportunité s'est présentée. On était à un moment charnière au niveau professionnel, et donc on a choisi de prendre ce temps-là avec notre famille. On avait encore, notre fille était encore toute petite, donc c'était facile de larguer les amarres et de se mettre au service pour l'Église. Cette idée de maison paroissiale avec des logements pour des familles en mission, c'est assez novateur. Comment elle est née, cette intuition, Père ? Alors, je pense qu'elle vient de l'évêque, aussi loin que je puisse m'en souvenir. Et dès le début, l'évêque m'a dit, pour porter la mission, il faut la porter ensemble. Et dans ces paroisses rurales qui étaient un petit peu déshéritées, quand même, faut le dire, il y avait un prêtre qui était seul dans une grande maison, ce qui n'est pas très souhaitable. Il dit il faut porter la mission ensemble. Et ensuite, je pense que il m'a sûrement posé la question aussi, et dès le début, je lui ai dit que c'est quelque chose qui me correspondait beaucoup. Voilà. Même si je relis dans les paroisses précédentes où j'étais, même s'il n'y avait pas une vie communautaire de la même manière, j'ai beaucoup partagé la mission, par exemple à Derval-Nozay, avec un groupe d'animatrices en pastorale, y compris sur la côte. Ça aurait pu être le cas justement d'avoir un couple en mission à Nozay-Derval ? À Nozay-Derval, bien sûr, à l'époque ça aurait pu être le cas, c'était peut-être pas encore assez mûr. Et puis je pense qu'il y a aussi un réveil de ce désir missionnaire. On le voit, l'évêque et son conseil, ils ont régulièrement des propositions, et on voit par exemple à Montval, il y a aussi un couple en mission. Là, il y a une famille qui vient d'arriver à Châteaubriand. Il y a des laïcs qui éprouvent aussi ce besoin de porter la mission avec des prêtres, qui sentent que les prêtres ont besoin aussi, peut-être dans ce monde qui est très éclaté, d'avoir un fondement. La mission première ici, je pense, pour les laïcs qui sont ici, c'est vraiment d'avoir une vie fraternelle, une vie de prière, et ensuite de s'engager pour la mission, en fonction de ce qu'ils sont, en fonction des besoins aussi, bien sûr, de la paroisse. Mais ce qui est premier, c'est vraiment de la porter ensemble. Comment les habitants de Guémené-Paimpfo ont-ils accueilli votre arrivée, Capucine ? Alors pour nous, c'était assez simple, car il y avait un couple qui nous a précédés, donc Pierre et Marie-Vonne Terrasse, qui avaient un peu lancé cette idée qu'un couple s'investisse dans la paroisse aux côtés du curé. Donc pour nous, vraiment, c'était un accueil très simple et très chaleureux. Ils nous ont juste dit « Ah, vous prenez la suite de Pierre et Marie-Vonne ». Peut-être que pour eux, c'était plus compliqué. Au début, je pense que les gens leur disaient beaucoup « Mais vous allez faire quoi ? Qu'est-ce que vous faites là ? Quel va être l'objet de votre mission ?» Nous, vraiment, c'était presque naturel pour les gens. Et donc, on a été très rapidement invités, mis en contact avec beaucoup de monde. Et donc, on a eu tout de suite un réseau à cultiver, à faire grandir assez facilement. Pour vous, quels sont les défis justement spécifiques de l'évangélisation en milieu rural aujourd'hui ? Alors, un des défis que je remarque, c'est que la population est assez hétéroclite. Donc, faire de l'unité au milieu de autant de sensibilités différentes. En fait, en ville, les gens vont un peu parfois choisir leur paroisse en fonction de leur sensibilité. Donc, je sais pas, une paroisse un peu charismatique, une paroisse plus tradie. Les gens vont pouvoir un peu élire leur paroisse. En campagne, il n'y a qu'une seule paroisse, il n'y a qu'une seule église. Et les gens se retrouvent, ils sont obligés de faire communauté. Exactement. Là où ce n'est pas forcément le cas en ville. Et voilà. Et là où ils n'ont pas forcément les mêmes sensibilités. Ouais. Et donc faire un travail d'unité pour répondre un peu aux différentes attentes de chacun, ça c'est un vrai défi. Ensuite, quelque chose qu'on remarque aussi, c'est la distance. Notamment, nous, on essayait de toucher principalement entre autres les jeunes. Et la distance va vite être un frein pour participer à des activités, pour se retrouver. Donc forcément, les liens prennent plus de temps à se tisser parce que tout bêtement, on est un peu plus loin et c'est toute une organisation pour, quand on est jeune et qu'on n'a pas le permis, pour se rendre à des rencontres. Voilà. Mais ça, rapidement, le Père Arnaud nous a quand même un peu sensibilisés à ça en cherchant toujours à savoir qui venait pour essayer d'organiser des covoiturages, mettre les gens en contact. Les gens ne se connaissent pas forcément. Donc qu'ils puissent s'arranger pour des conduites et faciliter en fait la participation aux activités de la paroisse. C'est une paroisse, ce sont des paroisses puisqu'on est dans un ensemble paroissial un peu vieillissant. Est-ce que les jeunes, vous arrivez justement à leur parler ? Est-ce que vous arrivez à faire communauté, à mixer finalement l'intergénérationnel ?
Bonne question. Pas toujours. Peut-être que peut-être qu'ils ont finalement des activités différentes, mais est-ce qu'ils arrivent? Ouais. Alors, je pense que ce qu'on remarque quand même, c'est que les aspirations des jeunes catholiques aujourd'hui, ou en tout cas des jeunes qui viennent toquer à la porte de l'église pour demander le baptême, ça vraiment c'est très surprenant parce qu'il y a des jeunes et il n'y en a pas qu'un ou deux. Enfin, il y en a vraiment plusieurs qui arrivent de nulle part, qui fréquentent pas l'église ou parfois leurs familles sont pas du tout catholiques, enfin ni même baptisés, et qui arrivent en disant bonjour, je demande le baptême, comment ça se passe, ou alors au moment du carême, voilà, je veux commencer le carême, mais je sais pas vraiment comment prier, comment ça se passe, et ils ont une attente assez forte, et pour le coup, il y a encore un peu une différence entre les générations, et ils n'ont pas forcément, ce que je disais tout à l'heure, les mêmes soifs, donc il faut faire cohabiter ça. Et à la fois, il y a aussi des lieux, je pense à la chorale par exemple de la paroisse, où c'est très intergénérationnel. Il y a aussi bien une jeune de 11-12 ans que des grands-parents, enfin vraiment en passant par les pères de famille. Enfin en fait, c'est vraiment très varié. Et là, dans ce petit groupe de la chorale, il y a une très belle unité. Et c'est vraiment un défi relevé. Et tout ça en étant au service de la paroisse, ils arrivent à vivre les 5 essentiels, mais ça, on en parlera peut-être plus tard, ou vous en parlerez avec le Père Arnaud. Des 5 essentiels. Voilà. Mais allez-y, vous en avez parlé maintenant. J'ai lancé la balle. Les 5 essentiels, on a découvert ça dans la paroisse avec le Père Arnaud, mais c'est une notion qui redit que pour vivre des aspects de sa vie chrétienne de façon équilibrée, en fait, dans les rencontres, il faut essayer de s'attacher à vivre plusieurs dimensions pour que une rencontre soit équilibrée. Donc il faut vivre la prière, des temps de formation, un temps de service, un temps de mission et la fraternité. Donc si on arrive à glisser un petit peu de ces 5 points dans chacune de nos rencontres, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas là juste un groupe pour chanter comme une chorale laïque lambda. En fait, les gens travaillent et se forment à apprendre des nouveaux chants, des nouvelles techniques pour au final se mettre au service de la paroisse pour l'animation de messe. Mais ça va aussi prendre une dimension de mission et d'évangélisation quand c'est par exemple pour la messe des curieux. En fait, les gens vont être, des gens qui viennent peut-être jamais à la messe vont être touchés par la beauté de ces chants-là. Et donc le temps fraternel, il y a toujours un petit café qui est échangé et où les gens papotent et ils prennent du temps pour se connaître. Et la prière, on commence toujours par se confier à la Vierge Marie. Donc, il y a un terme là qui m'a sauté aux oreilles, la messe des curieux. La messe des curieux. C'est une spécificité ici? Parce que moi, dans ma paroisse, j'en ai pas. Alors, c'est pas du tout une spécificité d'ici. Mais c'est un terme... Est-ce que c'est un terme édicté? Je sais pas trop. Nous, on en a entendu parler avec d'autres missionnaires Isidore qui avaient lancé ça. D'ailleurs, les fondatrices de Mission Isidore qui avaient lancé ça dans la paroisse où elles étaient en mission. Et donc, l'année dernière, on a organisé une première messe des curieux à l'occasion du congrès Mission. Oui. Et donc, on réitère cette année. Donc, c'est le 5 octobre, si je dis pas de bêtises. Et donc, c'est une messe où chaque paroissien est invité à inviter un curieux. Donc, soit une personne de son entourage qui n'est pas venue à la messe depuis longtemps ou qui peut-être jamais, qui se pose des questions. Et c'est une messe qui est déjà très soignée sur la liturgie, l'accueil, les chants. Et surtout qui contient des petits temps d'explication pas à pas. Il y a des petites incises en fait dans la liturgie où le prêtre explique un peu quelle est la particularité de ce moment. Il y a un livret support qui reprend les paroles de la messe et qui pareil explique pourquoi est-ce qu'on se lève à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe. Une messe plus pédagogique. Exactement. Mais en fait ça se fait effectivement dans d'autres paroisses, mais on n'appelle peut-être pas ça la messe des curieux. Alors un appel a été lancé pour trouver de nouveaux disciples missionnaires, c'est ce que vous êtes, Capucine avec votre mari Nathan, pour prendre votre relais, c'est ça. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour trouver justement un nouveau couple? Eh bien, foncez, franchement. Foncez, n'ayez pas peur. Le Seigneur, il nous attend vraiment comme on est. Et c'était quand on a pris un temps pour relire tout ce temps de service et de mission, j'étais vraiment frappée de me dire, nos caractères propres et nos aspirations sont telles, on aime bien aller vite, que ça bouge. Et en fait, c'était peut-être pas forcément gagné en arrivant dans une paroisse de campagne de se dire on va pouvoir suivre ces caractères-là.
Et en fait, si le Seigneur nous a mis au bon endroit pour avec un curé un peu hyperactif. Et même si vous avez mis pas mal de choses déjà en place, il y a des initiatives qui peuvent encore être trouvées, d'autres idées. Il y a toujours à faire. Et en fait, le Père Arnaud disait tout à l'heure, il y a 20 000 personnes sur cette paroisse. En fait, on est loin d'avoir touché tout le monde et d'avoir répondu aux attentes de chacun. Donc, il y a toujours du travail. Mais tout de suite, on s'intéresse à une autre initiative qui a une longue histoire dans cette paroisse, ce qu'on verra après 8h, une initiative qui s'appelle le patronage. Séverine Benoît-Gironien nous rejoint à présent pour en parler avec vous, Capucine Baudelet. En direct de Guéméné-Penfo, c'est le Tour des Clochers. Bonjour Séverine. Oui, bonjour. Vous êtes impliquée dans le patronage de la paroisse depuis 1 an maintenant. Oui, exactement. Et Capucine également. Oui. Donc, Capucine, Séverine, est-ce que vous connaissiez l'histoire du patronage ici à Guémené avant de lancer cette histoire? On reviendra, je l'ai dit, à cette histoire exceptionnelle du patronage, nommée l'étendard. On verra ça après 8h, mais est-ce que vous connaissiez l'histoire? Nous l'avons découvert cet été en allant aux archives diocésaines où nous avons retrouvé toutes les archives qui concernaient le patronage Saint-Michel. Et c'était très amusant de revoir tous les articles dont vous parlerez peut-être tout à l'heure. Oui, avec Jacques Michel. Nous ne savions pas, mais Capucine a lancé cette année la première activité exactement sur le blason du patronage, qui est maintenant le blason de la commune de Guémené. Et nous retrouverons ça... C'était très touchant parce qu'on ne s'était pas du tout renseigné sur l'histoire du patronage de Guémené. On savait plus ou moins qu'il y en avait déjà eu, mais comme dans beaucoup de communes, beaucoup de paroisses. Et en fait, c'était très touchant de revoir, en lisant le journal de bord du patronage, on avait l'impression de voir la description de nos après-midi patronage avec un peu cette effervescence. Tout d'un coup, on fait des crêpes, le curé vient participer au jeu, il fait une pêche à la ligne en étant déguisé. Enfin, en fait, on sent la joie et toute l'énergie des jeunes qui sont là. Et vraiment, on avait l'impression de lire la description de nos après-midi patronnes. Mais alors, comment vous avez eu l'idée comment est-ce qu'elle vous est venue, cette idée de lancer un patronage il y a 1 an? C'est Séverine qui va me répondre, je crois. Alors, cette idée... Alors, personnellement, moi, j'ai fait un grand changement professionnel. Je travaillais sur Nantes en tant que sage-femme. Et puis, en discutant avec le Père Arnaud, et puis par rapport à mon vécu familial et personnel... j'ai décidé de me tourner vers les jeunes. En fait, j'avais des neveux qui vivaient quelques difficultés. Je ne pouvais rien faire pour eux et je me suis dit, en fait, Père Arnaud, plus exactement, m'a dit, si vous voulez faire quelque chose pour les jeunes, des paroissiens m'ont soumis l'idée de faire un patronage, de créer un patronage. Donc cette petite idée a trotté dans ma tête. Et ensuite, il y a 2 ans, au Congrès Mission à Nantes, nous avons découvert Esprit de Patronage qui avait un stand. Et certains paroissiens m'ont dit, mais c'est extraordinaire cette idée, etc. On voit les anciens qui s'occupent des plus jeunes, il y a des grands jeunes, enfin, vraiment un dynamisme extraordinaire par rapport à ces activités de patronage. Et donc nous sommes allés en formation au mois de décembre avec Père Arnaud et Capucine, Esprit de patronage, pour avoir un petit peu une idée de comment ça fonctionnait. Oui, parce qu'on peut avoir l'envie, mais après il faut pouvoir quand même mettre en place de façon sérieuse. Voilà. Et avant, nous avons eu aussi la visite d'un jeune couple qui était en mission chez Esprit de Patronage et qui sillonnait la France pour faire découvrir une journée type patronage. Donc on a commencé l'année dernière, la fin du mois d'août, par cette journée type. Et les enfants étaient conquis et sont revenus régulièrement pour cette activité paroissiale. D'accord, donc vous avez quand même lancé quelques après-midi avant de vous lancer en association. Pour l'instant, c'est activité paroissiale et puis l'association va être créée là. Bientôt. Voilà, bientôt. Comment le patronage s'articule aujourd'hui avec la vie paroissiale? Pour vous, c'est quoi sa vocation première au patronage? C'est d'accueillir tous les enfants, que ce soit des enfants croyants, pratiquants, non-croyants. Tous les enfants sont accueillis de 6 ans à 17 ans. Et c'est pour eux la possibilité de développer et de développer des talents. Des talents, exactement. De découvrir des talents. Mm-hmm. Les grands jeunes sont là et souvent, alors Capucine déborde d'idées. Et la plupart du temps, en fait, l'après-midi est vraiment découpé. Il y a un premier rituel qui est d'accueillir les enfants et de leur demander quelles sont leurs émotions du jour. Mm-hmm.
Et puis on va ensuite parler des événements qui se sont passés. Si certains veulent s'exprimer, ils peuvent s'exprimer par rapport à ce qui s'est passé dans leur semaine. Et puis chacun va donner son émotion du jour. Oui. Pardon, vous voulez peut-être continuer sur la journée ? Alors ensuite, après, il va y avoir le tableau des services et la roue des services. Enfin, chacun aime tourner la roue des services, chacun va avoir une responsabilité. Les plus petits vont souvent être accompagnés de plus grands, et puis ça va permettre à chacun de réaliser quelque chose et de rendre service et d'être reconnu pour ce service qu'ils rendent. Alors parfois, il faut aller les rechercher un petit peu, mais la plupart du temps, ils sont quand même vraiment très volontaires. Et puis voilà, moi, ce qui me plaît, c'est de voir la merveille qu'il y a dans chaque enfant, en réalité. En quoi ça diffère du scoutisme ? Parce qu'on peut y voir quand même des ressemblances. Alors c'est différent dans le sens... Déjà, c'est pas la pédagogie de Baden-Powell. Non, c'est pas la pédagogie de Baden-Powell. Mais on retrouve quand même le fait que dans le scoutisme, c'est l'éducation des jeunes par les jeunes. Et là, il y a quand même cette notion avec les grands frères, grandes sœurs, donc des plus grands qui sont animateurs avec nous et qui nous aident à prendre soin des plus jeunes. Un peu vraiment, un esprit de fratrie. C'est très familial, le patro. On a quand même aussi... Donc le petit nom, c'est le patro. C'est ça. Et il y a quand même aussi un lien avec la nature. On essaye vraiment d'être attentif. On a de la chance, on a un grand jardin, donc on peut être dehors facilement, de leur faire des choses de leurs mains. Il y a beaucoup de similitudes quand même avec le scoutisme. On cultive aussi leur créativité, on leur apprend un chant nouveau à chaque fois, on prie, mais c'est pas que la vie au grand air, et peut-être que ça touche quand même plus largement que le scoutisme. Et aujourd'hui, ça attire les jeunes ? Alors, c'est de 6 à 17 ans, si j'ai bien tout compris. Oui. Ça attire les jeunes aujourd'hui ? Mais ils viennent souvent voir un petit peu, et puis ils reviennent, parce que ça leur plaît, en général. On a commencé l'année dernière, on était, je sais plus si pour la première, on en avait 6 ou 8. C'était un petit noyau. Et puis à la fin de l'année, ils étaient 18. Donc en fait, nous, ça nous va très bien. On ne veut pas grossir plus vite pour l'instant, le temps de vraiment consolider l'équipe, constituer l'association. Mais ça prend en tout cas. Ils s'engagent pour l'année, ces jeunes, ou alors vous les laissez assez libres finalement d'aller et venir ? Ils sont assez libres. Comment est-ce que vous faites le lien justement entre les valeurs chrétiennes et les activités proposées ? Parce que vous dites donc il y a des activités de plein air, il y a aussi des activités à l'intérieur, j'imagine. Vous allez peut-être nous détailler un petit peu les activités. Et oui, comment vous faites le lien avec les valeurs chrétiennes ? La devise du patronage, c'est « Ici on joue, ici on prie ». Voilà. Ici on joue, ici on prie. Oui, c'est assez clair. Donc je parlais du petit rituel de début, d'accueil des enfants, où ils parlent de leurs émotions. Et ensuite, il y a toujours un temps de prière pour confier notre après-midi patronage. Nous avons la prière du patronage, faite par les enfants. Donc on récite tous les chaque début qu'ils ont créé eux-mêmes. Qu'ils ont créé eux-mêmes, en calligraphiant. Alors, voilà, on essaye de développer toutes les créativités. Voilà, toute la créativité. C'était pas toujours facile au départ, mais on avait fait un petit atelier calligraphie, et puis en fait, ils se sont pris au jeu. Certains sont revenus me dire qu'ils ont écrit toute la semaine. Donc voilà, développer les talents. On fête aussi l'anniversaire de la semaine, s'il y en a, évidemment. Ensuite, il y a toujours le défi du jour. Il peut y avoir une activité théâtre, une activité grand jeu. Ça va dépendre à chaque fois du thème. Mais parce qu'il y a un thème par jour, par après-midi. Souvent, on va s'appuyer aussi sur le saint de la semaine. Le saint, qu'on pense le plus... qui va plus parler aux jeunes. Et après, à partir de l'histoire de ce saint, on va essayer de trouver le défi du jour, le chant approprié, le bricolage qui va correspondre pour pouvoir mettre en œuvre, en pratique, des choses, de développer les talents de chacun. Le chant aussi, toujours. Et l'après-midi patronage se terminera toujours aussi par le mot du Père, et puis une petite prière à la fin. Et ça permet, certains jeunes qui viennent, qui sont très éloignés de l'église, mais en réalité, l'année dernière, on a une jeune fille qui a demandé le baptême en venant au patronage. Et voilà. Certains viennent aussi parce qu'ils sont en train de se préparer à recevoir un sacrement, et ils peuvent développer cette intériorité avec ce moment de prière.
occuper quelque part les jeunes sans que ce soit du catéchisme ou du scoutisme, et qu'ils soient ensemble malgré les différences d'âge ou de milieu finalement, parce que dans le caté on est par âge, dans le scoutisme on peut être par milieu. Donc là c'est ça en fait le patronage, si je comprends bien. C'est pas figé en réalité, on apprend à découvrir Dieu dans toutes les activités. Et puis avec l'exemple, Père Arnaud il est là, les adultes jouent avec les jeunes, les petits. Oui c'est ça, c'est que les adultes restent aussi. Les adultes restent et font partie prenante des jeux. En fait, ils sont vraiment actifs dans tous les jeux d'extérieur. Père de Guibert, pour vous, quelle importance il revêt ce patronage ? Alors de fait, je pense qu'il est vraiment très adapté à ce genre de paroisse rurale. Oui, je pense que les jeunes qui viennent, on pourrait dire qu'il y a... on a parlé de 18, mais en fait on fait aussi des journées durant les vacances. Si on regarde le nombre de jeunes qui ont été touchés par le patronage, c'est beaucoup plus, c'est plutôt, on a à peu près une quarantaine, même si tous ne viennent pas très régulièrement. Et je dirais qu'il y a à peu près un tiers qui sont des enfants qu'on voit à la messe le dimanche, un tiers qui sont des enfants qu'on voit très occasionnellement, qui font peut-être un peu de caté dans leur école, et un tiers qui viennent vraiment, je dirais, de familles avec laquelle les paroisses n'étaient pas du tout en lien. Et en fait, si on regarde, il y en a effectivement des enfants qui demandaient le baptême, on ne savait pas trop comment les préparer, parce que c'est des unités. On leur dit, mais venez, inscrivez-les au patronage. Ils sont venus. Et il y en a également ces deux jeunes filles de 11 ans à peu près qui ont demandé le baptême parce qu'elles étaient au patronage. Et donc l'été dernier, on a baptisé 4 enfants du patronage. Le père Gaston a baptisé 2 enfants d'à peu près 6 ans. J'ai baptisé les 2 jeunes d'environ 11 ans. Et on sent que leur engagement à la vie chrétienne est beaucoup plus fort que si c'était simplement de les avoir réunis autour d'une table pour faire un peu de catéchèse, dans la mesure où là ils expérimentent la vie chrétienne par le service, par le jeu, par la joie, par le chant. Ils font l'expérience de cette vie chrétienne, et c'est parce qu'ils la goûtent qu'ils ont envie de poursuivre. Eh bien, un grand merci à vous, Capucine Baudelet, Séverine Benoît-Gironière, d'avoir pris le temps de partager vos missions et initiatives. Merci pour vos témoignages et pour ce que vous mettez en œuvre au quotidien. Il est 7h, bientôt 58, il est 7h57. Juste après les informations, on poursuit notre découverte de Guémené-Pinfo et plus précisément l'ensemble paroissial Sainte-Anne-sur-Don-et-Vilaine. Nous recevrons Jacques Michel, paroissien et adjoint au maire, véritable mémoire vivante qui nous racontera l'histoire fascinante du patronage Saint-Michel, créé en 1896, devenu l'étendard en 1923 et qui a marqué la vie locale pendant 130 ans, jusqu'à sa transformation récente en cinéma l'Odéon. Et puis Marianne Urvois nous rejoindra également, paroissienne et membre du Cercle celtique du Don. Elle nous parlera danse bretonne. Et puis nous partirons à la découverte de Saint-Réauvin et Mérial-sur-Vilaine, deuxième paroisse de cet ensemble paroissial, avec Jean-Claude Lemauve, diacre permanent. Restez avec nous sur Radio Fidélité. La suite du Tour des Clochers à Guémené-Pinfo, c'est juste après l'essentiel de l'information. Vous êtes sur Radio Fidélité et jusqu'à 9h, c'est le Tour des Clochers en direct de Guémené-Penfo. Tiffaine Cellier et ses invités reviennent dans quelques instants. Une fenêtre Jeannot, c'est un cadre, comme celui d'un tableau. C'est un cadre de vie, le vôtre. Depuis plus de 50 ans, le réseau français de menuisiers créateurs Jeannot conçoit et pose des fenêtres et portes sur mesure pour vous aider à créer vos plus beaux cadres de vie. Jeannot, menuisier créateur. Changez votre cadre de vie sur jeannot.com. Un tableau ancien, un bijou, des vins précieux ou une antiquité asiatique. Faites-les expertiser par maître Paul-Marie Musnier, commissaire-priseur dans tout le Grand Ouest. Estimation, vente, expertise, il met son savoir-faire en toute confidentialité au service de vos biens, qu'ils viennent d'une succession ou de votre grenier. Maître Musnier vous accueille dans son bureau nantais ou se déplace à domicile. Appelez le 06 62 888 105. 06 62 888 105. Et retrouvez toutes les infos sur www.milon.com. Toutes les assurances se valent, me direz-vous? Eh bien non. La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif. Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 € à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis. Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget. Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel. Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site.
Radio Fidélité, il est 8h. Votre flash info du jour. Bonjour Marie Sarfati. L'essentiel de l'actualité, 500 000 manifestants pour les autorités, 1 million selon la CGT et les chiffres au lendemain de la mobilisation. Le ministère de l'Intérieur a annoncé 309 interpellations et 134 gardes à vue. 10 manifestants, un journaliste et 26 forces de l'ordre ont été blessés. On note aussi des heurts à Paris, Nantes, Lyon et Marseille. L'intersyndicale va annoncer aujourd'hui les suites du mouvement. Un homme armé d'une machette a été tué par la police hier après-midi à la Seine-sur-Mer dans le Var. Il était à proximité d'un établissement scolaire. 2 enquêtes ont été ouvertes. Une enquête a été confiée à la police nationale. La deuxième est menée par l'IGPN, la police des polices, qui enquête sur les tirs des policiers. À l'international, Emmanuel Macron a défendu sa position de reconnaître l'État palestinien. Il s'est exprimé hier sur la chaîne de télé israélienne N12 en présentant cette option comme la meilleure pour, je cite, isoler le Hamas. Le président français sera à New York lundi pour officialiser le lancement de ce plan à l'ONU. Enfin du sport, après la défaite de Monaco, 4-1 contre Bruges hier soir en Ligue des Champions. C'est le retour de la Ligue 1 dès ce soir. Lyon-Angers, c'est à 20h45. Brest-Nice, ce sera demain soir. Marseille face au PSG, dimanche à 20h45. Votre flash info présenté par Marie Sarfati à retrouver à 9h. Radio Fidélité, l'information locale à 8h. En Loire-Atlantique, la mobilisation a rassemblé hier plus de 35 000 manifestants de Nantes à Saint-Nazaire, mais aussi dans plusieurs villes du département. Transport perturbé, écoles bloquées, près de 90% des pharmacies fermées. Le mouvement a été largement suivi. À Nantes, des tensions ont éclaté en centre-ville avec l'usage de gaz lacrymogène devant la préfecture. Une mobilisation qui dépasse celle du 10 septembre et dont une nouvelle date pourrait être annoncée aujourd'hui. Dans les rues de Nantes, c'est un autre son qui n'a pas retenti depuis 5 ans. Vous allez les pouvoir entendre aujourd'hui à 14h. Les fameuses cloches de la cathédrale de Nantes vont à nouveau retentir 5 ans après l'incendie qui a dévasté l'édifice. Les travaux de restauration du monument doivent se poursuivre jusqu'en 2027. La réouverture aux fidèles est toujours prévue les 27 et 28 septembre. Mais ce ne sera pas le seul monument à faire du bruit en ville. Ce week-end, place aux Journées européennes du patrimoine et du matrimoine. L'occasion de redécouvrir les lieux historiques, parfois habituellement fermé au public. Lui n'est pas fermé au public, mais galope tout autour de la France. Cet invité de taille est attendu aujourd'hui cours Cambronne. Zeus, le cheval mécanique star des JO de Paris 2024, conçu par l'atelier nantais Blâme, il s'animera toutes les 4 minutes et pourra être observé au galop jusqu'à 23h ce soir lors de l'inauguration. Hiver comme été, soyez toujours protégés avec la mutuelle Saint-Christophe Assurance. Pour vos contrats santé, auto, habitation, faites le choix d'un assureur catholique et solidaire. Renseignez-vous sur saint-christophe-assurance.fr. Et ce matin, c'est un ciel gris qui ouvre notre journée. Mais rassurez-vous, quelques rayons du soleil arriveront déjà à percer. Les températures resteront douces et assez estivales. Profitez-en. 19 degrés sont attendus à Treyère, Orvaux et La Chapelle-sur-Erdre. 20 degrés du côté de Pornic, Préfaille ou encore Saint-Michel-Chef-Chef. Cet après-midi, profitez bien. Ce sont peut-être les dernières fortes chaleurs de la saison. Le soleil dominera malgré quelques nuages. 26 degrés sont attendus à Rezé, Bougnay, les Sorinières, 27 à Carquefou, Mauves-sur-Loire et Houdon, 25 degrés du côté de Clisson, Valette et la Régripière. En soirée, l'atmosphère se chargera, un prémisse d'un changement de temps annoncé ce week-end. 18 degrés à Monnières, Château-Thébaux et la Effoissière, 20 pour Maisnon-sur-Sèvre, Saint-Fiacre-sur-Maine ou encore Le Palais et 19 pour la côte à Arthon-en-Ré, les Moutiers-en-Ré ou encore la Bernerie. Cette nuit, retour des orages isolés au sud sous un ciel globalement voilé. Entre 15 et 16 degrés sont attendus. Pour ce qui est des marées, la marée basse aura lieu à 13h34 et la haute à 18h06 avec un coefficient de 68 à 72. Restez à l'écoute de Radio Fidélité, il est 8h05. On retrouve Tiffaine Sellier et ses invités pour le Tour des Clochers juste après cette courte pause de publicité.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous. Eh bien non. La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif. Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 € à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis. Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget. Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel. Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site. En direct de Guéméné-Penfo. Jusqu'à 9h, c'est le tour des clochers. Partez à la rencontre de la paroisse et de la ville avec Tiffaine Sellier et ses invités. Il est 8h06 et nous reprenons notre tour des clochers à Guémené-Penfo, au nord de la Loire-Atlantique, au carrefour de la Vilaine et du Don, dans cette commune aux racines bretonnes et au charme rural. Et nous continuons notre découverte de cet ensemble paroissial. Nous sommes toujours en compagnie du père Arnaud de Guibert, curé de l'ensemble paroissial, et nous accueillons Jacques Michel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes paroissien et adjoint au maire. Vous êtes surtout la mémoire vivante de ce territoire. L'histoire du patronage Saint-Michel, il mérite qu'on en parle. Et elle commence, si ma mémoire est bonne, en 1896 avec l'abbé Lesage. C'est bien cela? Bien sûr, oui. Et puis moi, mes souvenirs, bien sûr, ne remontent pas jusque-là. Mes souvenirs du patronage remontent dans les années 50. Voilà, quand j'étais gamin et pour nous, le patronage, c'était synonyme de récompense. Voilà, parce que moi, j'étais pas spécialement, je vous raconte une petite anecdote, je n'étais pas spécialement un bon élève, et ma mère me privait de cinéma. Voilà, alors donc il n'y avait pas beaucoup de séances, il y avait des séances le samedi soir et le dimanche après-midi. Et c'est pour vous dire que la salle était pleine. Il n'y avait pas trop de divertissement, bien sûr, à l'époque. Et puis, la salle n'était pas spécialement confortable, c'était des bancs. Mais pour moi, c'était... Et puis, comme tous les enfants et puis les parents, c'était un bel événement parce que l'ouverture d'une salle qui était privée, et puis où il y avait du cinéma, du théâtre, ils recevaient aussi dans le patronage des artistes de passage, style jongleur, enfin une petite animation, et puis pour moi c'était puis pas que pour moi, attention, hein. Tous les enfants, même on était assez indisciplinés, on était au premier rang bien entendu, et souvent monsieur le curé, pendant la séance, venait nous empêcher, nous faisait tout ce qu'il pouvait pour nous faire taire, hein. C'était, Et pour vous c'était exceptionnel, parce qu'en fait cette salle, elle a été créée pour le patronage? Oui, voilà, oui. Ça faisait partie des activités pour les jeunes. Voilà, et puis il faut dire aussi que le patronage et tous les bâtiments qui étaient le long de la rue, le long de l'église appartenaient au patronage, hein. Dans l'ancien laboratoire d'analyse, c'était la salle de répétition de l'étendard. Enfin, vous voyez, c'était tout un petit groupe. Et quand il y avait des kermesses, les kermesses se passaient tout autour du cinéma, du patronage, parce qu'on n'appelait pas ça cinéma à l'époque, on appelait ça le patronage Saint-Michel. Et puis, moi, le regret, c'est que lorsque ils ont changé, ils ont mis l'Odéon. Pour moi, ça ne voulait rien dire. J'aime pas qu'on change les noms comme ça. C'est des mémoires qui disparaissent. Maintenant, l'Odéon, tout le monde a l'Odéon. Mais avant de revenir justement au changement de nom, l'étendard, en fait, le patronage ne s'appelait pas l'étendard au départ. Ah non, Saint-Michel. Voilà, le patronage Saint-Michel, qui est devenu l'étendard en 1923 en référence à l'étendard de Jeanne d'Arc. Voilà, oui, tout ça, oui, c'était... je me suis renseignée quand même. Vous êtes plus au courant que moi, après. oui, vous êtes bien l'étendard était très, très, très réputé. Oui, dans ce territoire. Oui. Grâce aux chefs de musique, et tous les gens qui... Et puis aussi, sur certaines photos, on reconnaît des gens de Guémené. Mon oncle, quand il était plus jeune, ça drainait toute la jeunesse à l'époque. Hein. C'était... puis il se déplaçait très, très loin pour les concours de gymnastique. Et
Oui. Et on revient là où je vous ai coupé. C'est à partir de 1970, que le cinéma Saint-Michel s'émancipe de la tutelle cléricale. C'est ça. Et qu'il devient l'Odéon finalement ? Ben oui, c'est bien dommage. Hein, mais il faudrait que. Mais le patronage a perduré, lui, de son côté. Non. Le patronage s'est éteint avec le bien cinéma. sûr, parce que maintenant on parle que du cinéma Saint-Michel. Avant on disait le patronage Saint-Michel. Voilà, c'est l'évolution a fait que d'abord c'est plus parlant le cinéma. Un patronage. Pour les jeunes, ils vont dire mais qu'est-ce que c'est qu'un patronage ? Justement, ça reprend aujourd'hui, puisqu'on en parlait avec Séverine et Capucine juste avant 8h. Quel regard vous portez sur cette continuité, ou en tout cas cette reprise de patronage ? Nous sommes toujours très contents qu'il y ait cette activité. Malheureusement, les bénévoles, parce que autour de ce cinéma, c'est que des bénévoles qui font le marché à la machine, pour dire. Et malheureusement, les gens de Guémené y vont de moins en moins. Donc, les bénévoles sont découragés, si vous voulez. Là, vous parlez du cinéma. Oui, là, je parle du cinéma, qui est pour moi la continuité du patronage. Oui, c'est ça, oui. Et je pense que la nouvelle équipe va peut-être essayer de faire revenir l'esprit patronage avec des pièces de théâtre. Ce serait bien. Tout ce qu'on a pu connaître, parce que c'était le seul lien de rencontre et d'amitié quand on allait au patronage pour voir une pièce de théâtre. C'était tout Guémené qui se déplaçait, c'était la vie, c'était le... Comme l'église, c'était finalement le centre de rencontre. Tout à fait, oui. Et avant qu'on donne la parole à Marianne Urvois, qui est à côté de nous, vous avez un souvenir justement de ce patronage, un souvenir émouvant que vous voulez nous partager ? Oui, j'en ai plein, bien sûr. Mais je me souviens d'une séance lorsqu'un groupe était venu pour faire un spectacle dans la salle de Saint-Michel. C'était on appelle ça dites-moi. Oui. Quand on parle on pose des questions aux gens, puis on leur pas orienté, Une interview ? Non. Par exemple, il y avait une femme qui était bandée, puis qui savait qu'on parlait à telle personne, comment on appelle ça Colin Maillard ? Non. Non. Quand on veut rentrer dans l'esprit des gens, c'est... une mentaliste ? Oui, voilà, là, c'est ça, loin. Oui. Alors donc, c'était des séances comme ça. Et puis, on avait fait monter monsieur Jean Pentecouteau sur la scène. Et puis, il était habillé, il passe derrière un rideau, et puis, je sais pas, un tour de passe-passe, et puis il s'est retrouvé en slip. Pourtant, il était enchaîné et tout ça. Moi, ça m'avait marqué quand on est gamin, on se dit, une personne habillée, d'un seul coup, on tire, parce qu'il était rentré dans une cabine, puis d'un seul coup, il se retrouve en slip, toujours avec les liens autour de... J'imagine que ça a dû bien faire rire les enfants. Bien sûr, oui, c'est surtout que c'était quelqu'un de local qui était bien connu. Ça, c'est un de mes souvenirs, mais j'en ai plein, bien entendu. On pourrait en parler déjà. Quand nous étions au premier rang, pour nous c'était tellement agréable et puis comme je le disais, si justement, c'était aussi pour nos parents en disant si t'es pas sage, tu n'iras pas au cinéma et tu n'iras pas au patronage. Voilà, la récompense. Oui. Je vais me tourner maintenant vers vous, Marianne. Merci, Jacques. Je vous saluerai encore après, mais merci d'être avec nous. Vous êtes paroissienne à Sainte-Anne-en-Guémené-Plessé, membre du cercle celtique du Don. Vous êtes active au sein de la paroisse Sainte-Anne-en-Guémené-Plessé. Est-ce que la paroisse et les événements religieux accueillent souvent des danses ou des manifestations bretonnes ? Je sais que vous donnez des cours au sein de la paroisse. Oui, une fois par mois, avec l'accord du Père Arnaud, justement, et puis des jeunes comme Agathe et Samuel qui m'ont sollicité pour faire justement un dimanche par mois avec le dimanche ensemble. Donc, pour apprendre les danses bretonnes.
donc les danses de notre pays, de Guémené, bien sûr, pays nantais, pays vantais, enfin un peu de toute la région, on va dire. Donc, et depuis combien de temps vous pratiquez la danse bretonne et qu'est-ce qui vous a donné le goût de cette discipline? Alors moi j'ai commencé déjà à l'âge de 11 ans. Donc, oui. Parce que vous êtes bretonne. Voilà. On peut dire ça comme ça, oui. Donc ça a toujours été ma passion. Donc toute jeune, et puis maintenant je donne tout mon savoir-faire de ce qu'on m'a donné derrière. Donc nos anciens présidents qui ont passé derrière moi m'ont donné donc le savoir-faire pour donner la danse aux autres, apprendre des danses et pas de danse pour les autres personnes qui viennent nous rejoindre. Et bien justement, vous avez des groupes d'enfants et d'adultes. Comment ça se passe la transmission des danses traditionnelles aux plus jeunes? Quels sont selon vous les bénéfices pour les gens et surtout pour les jeunes? Alors pour les jeunes, c'est vrai qu'on en a eu des jeunes puisqu'on tournait avec 40 jeunes à un certain moment. Mais bien sûr, l'âge a grandi avec tous ces jeunes-là, sont partis donc pour soit les écoles, soit leur travail. Donc disons que j'étais encadrée avec donc le président et une autre personne. On était 3 pour apprendre les danses, les pas de danse, ce qu'on appelle déjà le pas de polka, qui est le pas de paz. Donc voilà. C'est difficile à apprendre la danse bretonne? Pas du tout. Il y a plusieurs pas, il y a plusieurs danses. Pas, mais une fois qu'on a pris un pas, tous les autres pas se ressemblent, on va dire. C'est soit sur du 6 ans, 8 ans, mais en général, voilà. Après, il n'y a que les figures qui changent. Et vous faites partie je le disais, du cercle celtique du Don, le Don d'Eouen, qui est donc cette rivière qui coule près de Guémené. Quel est finalement son rôle, ses activités? Alors, ces activités... donc un peu moins maintenant, mais ces activités dans le temps, c'était donc apprendre des danses, faire des concours, se mettre en catégorie. Donc nous avons été en catégorie 3. Donc c'est comme un club de sport, quoi. Oui, tout à fait. Donc voilà. Et maintenant, au fil des temps, donc les gens et les jeunes sont peut-être un peu moins pour venir danser avec nous, mais on en a encore. Donc ça marche. On lâche pas. Et à la paroisse, ça donne envie, les gens viennent? Disons que oui, les gens sont venus. Oui, moi j'ai fait il y a quelques années des cours du soir. Quand tu faisais tes cours du soir, j'y allais pour essayer de me faire remettre en mémoire les pas, parce que j'ai fait partie pas longtemps du temps de Sévère Babin, partie du cercle celtique. Voilà. Alors effectivement, c'était bien. Puis il y avait une chaude ambiance pendant la danse bretonne nous amène et nous réchauffe le cœur, je trouve. Puis ça fait tellement partie. Le père Jean Lebeuil, qui était un accordéoniste, faisait des bals. Et quand on avait 16-17 ans, on allait danser la gigouillette, la polka et tout ça, parce qu'on n'avait pas de voiture, on pouvait pas. Et puis il n'y avait pas de sono. Alors le père Jean, nous, sur l'air de l'accordéon, on était là en train de danser les danses bretonnes, et il y avait du monde, ça se passait dans l'ancienne salle des fêtes. Ce qu'on appelait le bal breton. Voilà, le bal breton, c'est ça. C'est ce qu'on appelait le bal breton à cette époque-là, maintenant c'est fest-noz. Oui, on entend plus fest-noz. Mais longtemps c'était le bal breton. Mais ça revient très à la mode, ça devient... les jeunes sont encore de l'engouement pour ça, non? Certains endroits, mais moins par chez nous. Bah oui, parce qu'on est Finistère, on est plus près de la Loire-Atlantique. Oui, voilà, c'est ça. Oui, non, mais... Il est 8h18 et c'est maintenant le tour de Jean-Claude Lemauve, diacre permanent de la paroisse Saint-Riovin et Méréal-sur-Vilaine, qui va nous parler de sa paroisse. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Pardon, Clara, vous pouvez mettre le jingle, il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti, on envoie le jingle. En direct de Guémené Penfo, c'est le tour des clochers. Bonjour Jean-Claude, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. J'ai 3 invités autour de la table, c'est merveilleux, et 4 avec le père de Guibert. Votre paroisse a été auparavant rattachée au doyenné de Redon jusqu'à il y a 4 ans, parce que là on parlait justement de danse bretonne. Il y a une empreinte bretonne très forte ici. Qu'est-ce que ce changement a impliqué ? C'est-à-dire qu'on a été longtemps, oui, effectivement, appartenir au doyenné de Redon.
du fait de la proximité évidemment de notre paroisse avec le Redon, puisqu'on est Saint-Nicolas de Redon et Redon, j'ai envie de dire, c'est un peu la même entité, même si les départements sont différents et les régions aussi. Et Avessac-Féréac constitue un peu la fin de la Loire-Atlantique, là. Et donc on est très impacté par la vie de Redon, puisque le collège c'est Redon, le lycée c'est Redon, l'hôpital c'est Redon. Enfin, voilà. Donc on a été longtemps paroisse rattachée au doyenné de Redon. Et puis après il y a eu le renouvellement des paroisses, enfin comment on appelle ça Alors, Père de Guibert va peut-être pouvoir nous dire. Oui, la réorganisation. Oui, c'était en 2000, non? Les nouvelles paroisses nouvelles, voilà, avec Monseigneur Soubrier. Voilà, c'est ça. Voilà, alors donc nous avons été... donc il a fallu qu'on prenne un peu position. Est-ce qu'on restait doyenné de Redon? Est-ce qu'on revenait en Loire-Atlantique? Parce que c'est vrai que c'était un peu compliqué quand même les relations, dans la mesure où les formations, certaines étaient à Rennes, pour d'autres c'était à Nantes, enfin voilà. Et donc la paroisse a été consultée par le vicaire épiscopal de l'époque, et la décision a été prise qu'on voulait carrément être rattaché au diocèse de Loire-Atlantique. C'est l'évêque qui a décidé ça. Voilà, oui, enfin il a fait de la synodalité avant l'heure, puisqu'il nous avait demandé... Oui, il n'a pas décidé tout seul, on imagine. Voilà. Comment est-ce que vous caractérisez votre paroisse aujourd'hui? Par caractéristiques, j'entends peut-être caractéristiques un peu plutôt sociales, sociétales? Une paroisse rurale, vieillissante, ou au contraire redynamisée, des nouvelles familles? Non, une paroisse rurale, oui, avec un petit côté, on va dire, urbain du côté de Saint-Nicolas de Redon, mais une paroisse rurale, oui. Vieillissante, un peu, puisque la population de Féréac baisse. Avessac se stabilise, mais se stabilise, on va dire, un petit peu à la baisse. Et c'est Saint-Nicolas de Redon qui tire un peu, mais il faut reconnaître que même sur le plan de notre paroisse, les forces vives, on va dire un peu, de la paroisse vont sur Redon, ce qu'on regrette évidemment, mais bon, voilà. Vous n'arrivez pas à les garder? C'est difficile de garder, c'est-à-dire que le scoutisme c'est Redon, les professions de foi se font à l'intérieur des établissements scolaires, la confirmation, voilà. Donc on perd un peu peut-être de cette image de jeunesse qui existe, mais qui se vit un peu ailleurs, quoi. Et votre rôle de diacre, est-ce qu'il prend justement une dimension particulière dans ce contexte? C'est-à-dire que du fait un peu puisqu'on n'a plus de prêtres résidents sur notre secteur, sur notre paroisse, c'est vrai qu'on est un peu j'ai envie de dire l'intermédiaire, si on peut, enfin, on est un peu l'église de proximité, si on veut. C'est-à-dire que les gens en plus on est du coin, puisqu'on est deux diacres, on est du secteur, mon épouse est de Féréac, moi j'ai été élevé à Vessac, enfin, on est un peu, l'église de proximité, quoi. Les gens, ils savent qu'en nous parlant à nous, entre guillemets, ils parlent à l'église, quoi. Enfin bon, voilà. Et on est en lien, évidemment, avec avec les pères ici. Voilà, parce qu'on est quand même, je sais qu'il y a des paroisses rurales encore plus, j'ai envie de dire, plus à plaindre que nous. C'est vrai que nous, on a la chance encore d'avoir une vie sacramentelle, enfin, je veux dire, une présence pastorale, du fait qu'il y ait deux prêtres ici à Guémené. Voilà. Justement, moi je me rends pas compte de la distance qu'il peut y avoir. C'est une sacrée route. Eh bien, c'est-à-dire que Féréac-Guémené, là, c'est 20 km. Ah oui, quand même. Voilà. Père de Guibert, vous prenez souvent la route comme ça, entre les villes, pour assurer les sacrements? Alors, c'est plus que souvent, c'est tout le temps. Ouais. Mais je dirais que les distances sont aussi un peu dans les têtes. C'est-à-dire que ça dépend beaucoup des habitudes de vie. Hein. Ouais. Je vous donne un petit exemple des gens qui sont venus, par exemple, ils sont venus me voir ici, puis ils n'avaient pas l'habitude de venir à Guémené. Ils m'envoient un SMS en me disant on aura un quart d'heure de retard. En fait, ils sont arrivés pile à l'heure. Oui, donc je leur ai dit mais vous voyez, Guémené, c'est pas si loin finalement. Oui. Et comment vous arrivez à maintenir une vie paroissiale malgré ces défis? Alors je me tourne peut-être plus vers vous, Jean-Claude. Alors, il y a eu le père Guillard qui a été curé pendant de nombreuses années sur la paroisse à Vessac, Féréac, Saint-Nicolas de Redon, a été africain dans l'âme, et il a beaucoup fait confiance aux laïcs.
Voilà, je crois que là-dessus, il a anticipé, on va dire, un peu à sa manière, le fait qu'il y aurait peut-être moins de prêtres ou pas de prêtres, si bien qu'il a beaucoup structuré la paroisse à travers des responsabilités. Voilà, il a été initiateur, par exemple, de la pastorale des funérailles par des laïcs, ce qui n'était pas à l'évidence acquis au départ. Enfin, je veux dire, voilà, c'est-à-dire qu'on a été une paroisse un peu où les laïcs ont pris vraiment, oui, c'est vrai, leurs responsabilités. Puisqu'après on a eu le père Loret qui lui était en même temps chancelier de l'évêché, donc ne pouvait pas être en permanence. Voilà, donc la vie s'est organisée différemment. Voilà. Et plus comme aujourd'hui, d'ailleurs, une église plus synodale. Oui, je dirais qu'en arrivant, j'ai trouvé la paroisse Saint-Rieuvin et Marial plus autonome, peut-être plus vivante même, du fait sans doute de ces équipes. Et malgré c'est vrai qu'il y a le tropisme vers Redon, mais en même temps j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de liens, un vrai esprit paroissial entre ces trois clochers, et qui perdure encore aujourd'hui, qui fait que les gens se déplacent plus quand il y a une formation, quand il y a des rencontres. Il y a une chorale également qui existait quand je suis arrivé. Ici à Guémené, elle existe maintenant, mais elle n'existait pas à l'époque. Et là-bas, il y a une chorale qui se déplace ça tourne, par exemple, pour la Semaine Sainte, ça tourne sur les trois clochers tous les ans. Et il y a des vrais liens d'amitié qui sont tissés entre les paroissiens. Parce que certaines personnes aujourd'hui regrettent un petit peu, certaines personnes qui ont des sensibilités peut-être plus attachées au sacré, regrettent parfois qu'il n'y ait pas assez de curés, que le curé prenne pas assez de place, que les laïcs finalement prennent trop de place. Est-ce que vous entendez ça, ou est-ce qu'au contraire c'est une paroisse où les gens sont plutôt heureux de cette mixité, je dirais? Oui, alors là, vous n'avez pas ce problème-là? Non, je ne ressens pas du tout les choses comme ça, et je ne pense pas que les gens le ressentent non plus. Les gens sont chacun à leur place, les prêtres et les diacres, on a un rôle bien sûr dans la liturgie, et les gens... c'est vrai qu'il y a peut-être un retour à plus de sacralité dans la célébration de la liturgie, mais dans la vie quotidienne, dans la collaboration avec les laïcs, moi je suis très heureux quand un conseil économique, par exemple, est autonome, ou quand les équipes sont autonomes, au contraire, sinon D'où l'importance de la présence des diacres dans nos paroisses. Merci Jacques Michel, Marie-Anne Urvois et Jean-Claude Lemauve d'être venus tôt ce matin pour nous en dire un peu plus sur les dynamiques de cet ensemble paroissial rural qui conjugue tradition et modernité, mémoire et projet d'avenir. Dans quelques instants, les informations internationales de Radio Vatican, et juste avant, un point météo. Quant à nous, on se retrouve à 8h45 pour parler des projets de la ville avec Isabelle Baraton, maire de Guémené-Pinfo. Merci Clara, et on dit Guémené-Pinfo, mais c'est pas grave, je vous pardonne pour cette erreur. C'est compliqué comme prononciation. C'est pas facile. Et pour cette dernière partie d'émission, ce dernier quart d'heure du Tour des Clochers, on va parler des projets de Guémené-Pinfo avec Madame la maire, Madame le maire. Bonjour Isabelle Baraton. Bonjour Tiffaine. Vous êtes maire depuis 2020, mais vous n'êtes pas novice à la mairie. Et justement, commençons par le projet que vous portez depuis un certain temps, celui de la restauration de la chapelle Saint-Georges, située à Guénouvry. Après des années d'acharnement, les travaux ont enfin démarré en janvier dernier. Racontez-nous. Eh bien, en effet, au milieu de Guénouvry, sur les vallons de Tréguéli et entre Tréguéli et Mézillac, le village de Saint-Georges, se trouve une petite chapelle qui a été abandonnée pendant des décennies, voire plus d'un siècle. Donc cette petite chapelle avec un caractère très rural, plantée au milieu de nulle part, une petite chapelle très, très simple. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Moi, j'ai découverte il y a une quinzaine d'années, en effet, quand j'étais toute jeune élue. Et j'en ai fait mon combat pour réussir à restaurer cette chapelle. Je pensais en faire quelque chose d'assez simple avec les petits coups de main locaux pour pouvoir la remettre en état. Et puis, on avait finalement la chance que cette chapelle soit cassée, mais surtout classée. On rajoute à elle. On rajoute à elle. Et donc, voilà, ça nous a par contre apporté des contraintes. Donc, nous étions obligés d'entreprendre ces travaux avec l'accord des architectes du patrimoine, des monuments historiques. Voilà, donc là, ça a été de longues années de démarche.
Oui. Donc que l'on a entrepris avec la municipalité et puis les services de la commune. Je remercie au passage énormément Madame Chevalier qui m'a accompagnée pour tout l'ensemble des montages des dossiers de subventions, d'accompagnement avec la Fondation du patrimoine qui nous a énormément accompagnés, la DRAC. Et puis voilà, donc nous avons pu lancer une première étude avec le cabinet Papin-Guillot et puis ensuite nous avons lancé les travaux accompagnés de l'architecte Pierluigi Pericolo. Et toute cette entreprise était lancée quand nous avons eu la très belle surprise en 2022 d'être lauréat du Loto du patrimoine de Stéphane Bern. Et ça c'est quand même assez incroyable. Voilà, c'est incroyable que notre petite chapelle soit le sujet qui a remporté sur la Loire-Atlantique cette année 2022, qui a rapporté qui a gagné cette aide formidable. Ouais. Donc c'était non seulement une aide financière, mais et ça nous a apporté énormément de notoriété. Ouais. Et ça, je pense, apporter un certain engouement de la population qui parfois se pose des questions. Pourquoi on restaure cette petite chapelle au milieu de nulle part? Et oui, pourquoi justement? Qu'est-ce qui vous tenait tant à cœur dans la restauration de cette chapelle? Parce que pour moi, c'est un élément... un élément phare qui peut nous aider à raconter notre commune. Notre commune, Guémené-Pinfo, c'est une vaste commune de 105 km², la taille de Paris. C'est la troisième, il me semble que c'est la troisième ville la plus étendue de Loire-Atlantique. Oui, c'est ça. Alors c'est un peu tronqué maintenant avec les villes nouvelles, les communes nouvelles. Mais nous sommes une commune historiquement avec nos 3 bourgs, Guémené-Pinfo, Belley-sur-Vilaine et Guénouvry. Donc c'est une seule commune, 3 paroisses, mais une commune. Et divisé, si on veut aller un petit peu plus loin dans les strates du Moyen-Âge, divisé en 13 fréries. Et les fréries, donc les fréries, c'est quelque chose localement sur la Bretagne Sud et jusqu'à nous, qui était une organisation sociale moyenâgeuse qui est arrivée jusqu'à nos jours. On a encore un petit peu cette organisation par territoire d'une organisation sociale à taille humaine, quand on pouvait difficilement se déplacer. Donc toute la vie était organisée souvent autour d'un château, une chapelle, avec toute une organisation qui se tournait beaucoup autour du monde agricole. Des récoltes, le moulin, le four à pain, voilà. Et donc cette petite chapelle Saint-Georges, c'est la représentation de cette organisation sociale qui est très intéressante et qui nous aide à comprendre l'évolution au sens large, et notamment l'évolution du monde agricole. Ouais. Et cette restauration, justement, elle s'inscrit dans un projet touristique plus large. Voilà, et donc ce qu'on peut y raconter, comme toutes les communes de France et du monde, ont toutes quelque chose à raconter. Et ce qu'il faut, c'est prendre le temps de poser le regard des gens sur ce que l'on a d'intéressant à voir. Et cette chapelle en fait partie, et notre volonté, c'est d'en faire une muséographie à l'intérieur de cette chapelle et un petit peu tout autour, qui racontera à la fois l'histoire de son passé, du monde agricole, l'évolution de l'ensemble des mœurs au cours des siècles. Et j'ai une petite volonté également de développer l'histoire de Saint-Georges terrassant le dragon à travers l'art. Voilà. Ouais. C'est là aussi, c'est prétexte déguiser un petit peu le regard des gens sur l'art à travers toute l'iconographie que l'on peut trouver de Saint-Georges. Je regarde Père Guibert, vous devez en connaître beaucoup, vous aussi. Et moi, je recherche depuis des années toutes ces différentes façons de présenter Saint-Georges terrassant le dragon à travers l'art. Et donc, ce sera aussi une petite page d'histoire de l'art à découvrir sur ce site. Ce site, donc, il sera une étape des chemins de patrimoine, des chemins de randonnée sur la commune de Guémené, notre vaste commune. Nous avons 7 chemins de randonnée. Donc l'idée, c'est que les gens qui parcourent ces chemins puissent découvrir par le hasard des chemins justement différentes choses. Donc là, ce sera une page de patrimoine, une page histoire de l'art, et puis un petit peu plus loin, ils trouveront des informations sur la faune, la flore, les légendes de notre commune. Voilà, c'est vraiment un grand programme que nous sommes en train de monter. D'information, de culture, voilà, un point parmi d'autres. Et en plus, on peut aller de la chapelle Saint-Georges à la chapelle Sainte-Anne. On passe par des jolis petits villages qui racontent. Et là aussi, il y a plein de choses à raconter. Et donc, nous sommes en train de mettre en place tout un cheminement ponctué de panneaux, d'informations, etc., de différentes façons de raconter notre territoire. Cette chapelle, elle n'est plus consacrée, il faut le dire, depuis 1846. Elle garde une dimension spirituelle importante, Père, selon vous ? Alors,
ce qui me marque, c'est qu'il y a ces chapelles, et à la fois il y a le territoire donc très local, et en même temps il y a l'ouverture vers, je dirais presque vers le grand large, parce qu'on est aussi sur les chemins de pèlerinage entre le Mont Saint-Michel et Saint-Jacques-de-Compostelle, ou même le chemin le long de la Loire qui va jusqu'à Rome, là, qui vient de rouvrir. Et en fait, on a beaucoup de passages. De Nantes à Rome, c'est ça, la Via Ligéria, vous voulez dire? Voilà, mais il y a des gens qui sont partis de notre paroisse ici, et de notre commune, de Belley, qui sont allés jusqu'à Rome. Oui. Donc c'est important. Voilà. Il y a de fait beaucoup de pèlerins dans les deux sens. Et donc ils sont heureux de retrouver à la fois les chapelles, un patrimoine qui est restauré. Et donc on le disait, Madame Baraton, cette chapelle, c'est qu'un des nombreux chantiers de la municipalité. Il y a aussi le restaurant du port. D'ailleurs, c'est un restaurant avec un concept particulier, si je ne m'abuse pas, le restaurant du port de Belley-sur-Vilaine. Voilà, donc là c'est vraiment le chantier d'actualité, puisque nous arrivons à la fin de ce gros chantier de rénovation d'un restaurant qui a connu vraiment ses grandes heures de gloire au bord de la Vilaine. Donc là on monte, nous sommes à la frontière avec la Bretagne, hein, donc c'est la dernière commune de Loire-Atlantique, et au bord de la Vilaine, un petit endroit, une halte nautique bordée des chemins de halage, hein, qui sont là aussi très parcourus par les randonneurs, où on peut aller de Saint-Malo jusqu'à Arzal, hein. Donc on traverse Manche Atlantique et on passe par Belley-sur-Vilaine, et donc devant cet ancien restaurant qui était à l'abandon là aussi depuis quelques décennies, et donc nous avons entrepris cette grosse rénovation. Voilà, le projet abouti, et je vais tout à l'heure, c'est vraiment de l'actualité, à 11h, je signe chez le notaire avec les futurs exploitants de ce restaurant. Donc, oui, c'est vraiment très frais. C'est très frais. Voilà, un restaurant qui, si tout va bien dans la fin des travaux d'installation, devrait ouvrir en novembre. Alors, beaucoup de projets de restauration, parce que la mairie elle-même a fait peau neuve. Voilà. Il y a aussi une nouvelle gendarmerie qui va arriver. Vous parliez d'aménagement de chemin de randonnée, mais il y a aussi d'aménagement de voirie. Une halte nautique à Belley. Vous êtes en train de refaire tout le territoire pour le rendre attrayant, pour que les gens puissent passer, repartir, pour vraiment développer le tourisme. Oui, c'est vrai qu'on a cette volonté on a beaucoup de choses à raconter. On a beaucoup de patrimoine. On parlait de nos 3 sections de communes, nos 3 églises, nos 3 chapelles. Donc notre belle mairie, en effet, vous en parliez. Il y a eu des gens dans l'histoire, des anciens maires, des anciens curés qui ont eu beaucoup d'ambition sur notre commune pour faire des belles choses. Notre église est remarquable, l'église de Guémené est remarquable, et nos 2 autres petites églises également. Et on met beaucoup de soin dans tout ce patrimoine. Je ne vais pas vous parler de chiffres, mais c'est vrai que ce sont quand même des chiffres importants. Bah si, j'allais dire, depuis le début de votre mandat, quel budget finalement a été versé pour toutes ces rénovations? Alors là, vous n'aurez peut-être pas un chiffre exact. Je ne vais pas vous donner un chiffre exact. Bon, la restauration du restaurant de Belley, c'est à peu près, on arrive à 1,5 million avec les abords. La chapelle Saint-Georges, elle en est extrêmement aidée. Donc quand je dis des chiffres, ça fait toujours peur. Hein. Non, mais la chapelle Saint-Georges, effectivement, il y a quand même une belle aide. On a une belle aide, il nous reste vraiment qu'un tout petit morceau à régler sur le pot de budget communal. Et puis, même au-delà des grands travaux, on a des énormes budgets d'entretien. Je dirais sur nos églises et chapelles, sur le mandat, on a dépensé presque 250 000 € rien que d'entretien, sans parler de la rénovation de la chapelle. Et pareil pour tous les autres bâtiments, évidemment, mais plus récents. Les gymnases, etc., sont des bâtiments qui s'entretiennent d'une façon onéreuse, mais un petit peu moins que tous ces grands bâtiments. On en parle beaucoup ce week-end avec les journées du patrimoine. J'écoutais beaucoup de témoignages, et l'entretien de notre patrimoine plus ancien, tel que nos églises, il faut qu'on y soit très attentif, et qu'on arrive à trouver des budgets ou des façons d'entretenir pour que ça reste toujours beau, et que tout ce patrimoine ne disparaisse pas. Mais c'est entre tradition et modernité. J'ai utilisé cette expression pour cette ville, mais c'est vraiment ça. Exactement. Oui. Et le patrimoine, c'est de la modernité. Oui. C'est la façon de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Mais en parallèle, on a une ville très vivante avec des écoles qui sont en très bon état, des collèges. On a
une petite image, par exemple, on a presque 1800 élèves cette année à la rentrée des classes sur Guémené-Paimpfaux, de la maternelle à la 3e. Voilà, donc c'est une ville. Voilà, il faut pouvoir les accueillir, avoir des gymnases pour pratiquer du sport, etc. Et puis un attachement particulier pour créer de l'habitat, un petit peu plus récent. Et là, donc, nous sommes ravis puisqu'à la fin de notre mandat, on va réussir enfin à pouvoir sortir deux îlots d'habitation encadrés avec différents bailleurs sociaux. Donc voilà, donc là on a 36 logements sur la Courtinée et 22 logements au niveau du Vélodrome qui vont pouvoir sortir de terre, alors en tout cas les chantiers vont démarrer en cette fin de mandat. Madame Baraton, les élections municipales auront lieu au printemps prochain. Quel regard vous portez sur cette mission ? On peut vraiment parler de mission quand on est maire. Personnellement, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Ça apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de difficultés, mais qui sont largement compensées par le bonheur que ça apporte et la joie de voir notre ville évoluer. Quand on regarde en arrière sur un mandat, je peux regarder sur 2, même sur 3, que je viens de parcourir, il y a énormément de choses de faites que l'on fait grâce à un engouement vraiment partagé entre les associations, mes collègues élus bien sûr, et la population, l'ensemble de tous les actifs qui peuvent se bouger sur une commune, les artisans, les commerçants, et c'est franchement un grand bonheur qui fait oublier les difficultés du quotidien. Et même la paroisse. Quelle belle phrase pour terminer ce tour des clochers à Guémené-Paimpfaux. Merci beaucoup Isabelle Baraton, je rappelle que vous êtes la maire, le maire, je ne sais plus, de Guémené-Paimpfaux. Merci de nous avoir accordé votre temps. Merci beaucoup Arnaud de Guibert, vous êtes le curé de cette paroisse. Merci de nous avoir reçus ce matin avec café et croissant. Quel bonheur, je suis ravie d'avoir passé cette matinale en votre compagnie et dans votre paroisse. Merci à tous pour votre accueil. Vendredi prochain, direction Valette dans le Vignoble pour notre tour des clochers en direct de 7h à 9h. Bonne fin de semaine à tous. Merci beaucoup Tiffaine, on vous retrouve du coup vendredi prochain. Et si vous souhaitez que Radio Fidélité se rende dans votre paroisse, n'hésitez pas à nous contacter au 02 40 69 27 27. Il est bientôt 9h, dans quelques instants l'essentiel de l'info. Tout de suite, une courte pause publicitaire. C'était le Tour des Clochers avec la Maison du Bon Pasteur, EHPAD associatif nantais. Plus d'informations sur le site internet du diocèse de Nantes. Toutes les assurances se valent, me direz-vous? Eh bien non. La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif. Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 € à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis. Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget. Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel. Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site. Une fenêtre Jeannot, c'est un cadre, comme celui d'un tableau. C'est un cadre de vie, le vôtre. Depuis plus de 50 ans, le réseau français de menuisiers créateurs Jeannot conçoit et pose des fenêtres et portes sur mesure pour vous aider à créer vos plus beaux cadres de vie. Jeannot, menuisier créateur. Changez votre cadre